En pleine nuit, dans un terrain de camping de l'ouest de Montréal, en 1976. J'ai eu le courage, finalement, de sortir de la tente roulotte. Puis comme je sortais de la tente roulotte, juste au-dessus de la tente roulotte, il y avait 3 lumières. Mais c'était pas comme des spots, c'était 3 lumières, c'était bleu et blanc, mais il y avait de la boucane en dessous, puis ça tournait comme ça. C'était comme arrangé en triangle. Elle se souvient vaguement d'une forme humanoïde. Pas de yeux, pas de bouche, moi j'ai rien vu de ça. J'ai vu comme de l'électricité, comme si c'était de l'électricité contenue dans un genre de silhouette qui était plus haute que moi. C'est la seule chose que j'ai vue. L'être lumineux leur a indiqué une direction, après quoi elle a le souvenir d'un écran géant sur lequel défilent des images d'enfants noirs affamés, des images qui les font éclater en sanglots. À leur réveil, Suzanne et son amie constatent qu'ils ont tous les deux uriné au lit et qu'ils ont fait le même rêve. Mais à l'extérieur, le sol est jonché de centaines d'insectes morts, séchés. J'ai aucune idée qu'est-ce que je fais avec ça. Le lendemain, si j'appelle la police, j'ai vu quelque chose, j'ai levé des airs hier soir, c'était plein d'insectes morts, puis j'ai un petit pot, on va m'amener à Louis Popo, puis vite ça presse. J'aime pas ça, là. Ok, c'est pas ça. J'ai peur. Peu après, elle avait eu recours à la régression hypnotique, mais sans résultat. En 1993, cette fois avec le spécialiste Jean-Roch Laurence, qui enseigne et mène des recherches à l'Université Concordia de Montréal, elle a fait un nouvel essai. Je me souviens d'un instrument particulier, sous hypnose, qui m'est revenu, puis moi, j'ai une peur horrible des aiguilles. Puis je me souviens d'un morceau de métal, un bras de métal, avec un bout en métal, puis au bout de ça, il y avait une aiguille. D'ailleurs, je pense que je me suis mis à pleurer. Les spécialistes sont sceptiques. Un médecin de Toronto, le docteur David Gottlieb, voit dans le cas de Suzanne et d'autres cas semblables un nouveau phénomène de santé mentale. Il a identifié certaines caractéristiques communes. L'absence d'antécédents psychiatriques, des périodes de temps manquantes, un syndrome post-traumatique semblable à ce qu'ont vécu plusieurs vétérans de la guerre du Vietnam, et même des blessures physiques. En août 91, Linda, une Lavalloise de 41 ans, s'est retrouvée à demi inconsciente, comme prise au piège dans une lumière diffuse. Je pouvais bouger mes mains, mes pieds un peu, mais je pouvais pas me sortir de là. Elle se souvient d'un détail important. Je sentais qu'on me travaillait dans le dos. C'est l'appel d'un ami qui aurait sorti Linda de cette torpeur. Elle semblait confuse et il a alerté les ambulanciers du 911. La première fois que je me suis réveillée, c'est quand ils m'ont poussée dans les portes de l'urgence. Je sais pas si le bang sur les portes, là, c'est ça qui m'a réveillée, là, mais... Le dossier médical de Linda et le rapport d'urgence santé confirment la séquence des événements. Les ambulanciers l'ont retrouvée terrorisée, confuse et désorientée. Dans son dos, une blessure importante. Un ami l'a filmée 48 heures après l'événement. Nous avons montré ces images à un dermatologue qui y voit 3 types de brûlures et un escarre. Peut-être une bulle qui a éclaté puisque le derme est visible. Difficile de penser qu'il s'agit d'automutilation. Le dermatologue croit plutôt qu'il s'agit d'une action extérieure. On note aussi une brûlure au poignet droit, une égratignure au poignet gauche et une curieuse marque au mollet droit. Diagnostic du médecin de l'urgence, crise psychotique majeure. Mais le spécialiste reconnaît qu'il s'agit d'une expression fourre-tout et il avoue ne pas comprendre comment c'est arrivé. Quant à Linda, elle est convaincue d'avoir été enlevée par des extraterrestres. Ça ressemble à quoi? Ils ont le visage fait en long, si on veut, là. Ils ont les yeux en amande. Qu'en pensent les spécialistes? Au département de psychiatrie de l'université Harvard, le professeur John Mack enseigne et analyse les récits d'enlèvement. Il utilise notamment l'hypnose. What particularly worries you? I'm right on the edge of what I'm going to remember, what I'm going to see, and Ce qui m'a persuadé que j'avais affaire ici à quelque chose d'une importance extraordinaire, ce sont les points communs des récits des personnes qui ont été enlevées. En voici un aperçu. La personne est dans sa demeure, dans sa chambre, dans une auto, dans une cour d'école, dans le cas des enfants. Elle entend un bourdonnement ou aperçoit une lumière très vive qui provient parfois d'un ovni qui est visible. Ils se sentent paralysés.
Ils peuvent voir un ou plusieurs petits êtres gris avec de grands yeux, ou encore des êtres lumineux. Ils sont ébranlés par ce qu'ils voient. Ils ne le croient pas. Voici un croquis qui a été fait par une des personnes avec lesquelles j'ai travaillé. 3 pieds et demi à 4 pieds de haut. Ils ont ces grosses têtes en forme de poire, ces immenses yeux noirs qui sont la caractéristique la plus remarquable. Des petites fissures comme nombril, une bouche minuscule, pas d'oreilles, pas de cheveux. Ils portent une sorte de combinaison et communiquent par télépathie. À l'intérieur du vaisseau, ils sont observés par ces êtres. On les examine à l'aide d'instruments qu'ils décrivent de manière similaire, mais qui ne ressemblent à aucun des instruments médicaux ou chirurgicaux que nous avons ici sur Terre. On prélève des spécimens de peau, des ovules chez les femmes, du sperme chez les hommes. Voilà ce qu'ils relatent. L'un des cas les plus célèbres d'enlèvement par des extraterrestres est celui de Travis Walton. Maintenant âgé de 41 ans, il vit avec sa famille à Snowflake, une petite ville de l'Arizona. Travis Walton a vécu une expérience hors du commun qui a tenu en haleine toute l'Amérique. Aujourd'hui encore à Snowflake, l'affaire Travis Walton continue de déchaîner les passions. Le 5 novembre 1975, dans la forêt de Seagrave, 7 jeunes bûcherons rentrent de leur travail. Mais ce soir-là, la forêt leur réserve une terrifiante aventure. Soudain, l'attention des hommes est attirée par une étrange lueur. Ne pouvant résister à leur curiosité, ils s'en approchent. Devant le spectacle, Travis et ses compagnons sont frappés de stupeur. Jamais ils n'ont vu une chose pareille. Les bûcherons sont terrifiés. Il faut vite fuir de là, mais Travis Walton ne semble pas les entendre. Il est fasciné. Il n'y a aucun doute, l'objet étrange et menaçant qui vient d'apparaître au-dessus d'eux est une soucoupe volante. Pourtant, Travis Walton continue d'avancer. Pris de panique, les amis du jeune homme s'enfuient. Mais ils se ressaisissent et font vite demi-tour. Or, à l'endroit même où ils ont vu leur ami se faire foudroyer, il n'y a plus maintenant que silence et obscurité. La lueur, la soucoupe volante, tout s'est évanoui, comme s'ils avaient rêvé. Les hommes se mettent à la recherche de leurs compagnons. Mais ils doivent se rendre à l'évidence. Travis Walton a lui aussi disparu. Ses traces de pas s'arrêtent à l'endroit précis où il s'est écroulé et il ne trouve aucune autre empreinte tout autour. Comme si Travis Walton avait été enlevé par la soucoupe volante. Ils préviennent aussitôt la police du comté. L'affaire paraît sérieuse. Après avoir interrogé les hommes, Marlin Gillespie, le chef de la police du comté, leur demande de l'accompagner sur les lieux. Là, il constate que Travis Walton semble bel et bien avoir disparu. Pourtant, il ne croit pas du tout à ce récit de soucoupe volante. Mais pourquoi ces hommes auraient-ils inventé une pareille histoire? J'ai commencé à soupçonner ces individus d'avoir fait quelque chose à Travis, de l'avoir blessé, ou peut-être tué, et de s'être débarrassé de son corps et d'utiliser cette histoire comme alibi pour dissimuler les faits. Il va falloir retrouver l'endroit où est caché le corps de Travis Walton. Quand je me suis réveillé, je souffrais atrocement. Une douleur effroyable. J'étais allongé sur le dos. Je n'ai pas repris conscience d'un seul coup. Ça venait et ça repartait. Avant même de reprendre totalement conscience, je me suis souvenu de m'être approché de cet objet. Je me suis dit que peut-être je m'étais blessé et que j'étais à l'hôpital. Mais quand j'ai vu ces créatures penchées sur moi, là j'ai compris que je n'étais pas à l'hôpital.
Quand Travis se retourne, les êtres ont disparu, mais ils sentent leur présence. Ils étaient de forme humanoïde. 2 yeux, un nez, une bouche. Mais c'était clair qu'ils n'étaient pas des êtres humains. Dans la forêt de Seagrave, les recherches se poursuivent depuis maintenant plus de 48 heures. Des dizaines d'hommes sont mobilisés afin de fouiller chaque recoin du vaste massif montagneux. Mais malgré les hélicoptères, les brigades à cheval et les chiens de recherche, Travis Walton demeure introuvable. Depuis qu'il a compris où il se trouve et malgré la terreur qui s'est emparée de lui, Travis n'a qu'une idée, échapper à ces êtres, trouver une issue, fuir. Alors que devant lui apparaît l'immensité de l'espace interstellaire, Travis prend la mesure de sa solitude et de l'horrible destin qui l'attend. Pourra-t-il un jour rentrer chez lui? Je ne sais pas si ces étoiles étaient projetées sur le mur, comme dans une espèce de planétarium, ou si je voyais à travers les cloisons, ou bien si c'était une carte ou une vue de l'endroit où se trouvait cet objet. Je ne sais pas. À Snowflake, les recherches se poursuivent. Le shérif, qui soupçonne toujours les bûcherons d'avoir tué leurs collègues, mais qui n'en a aucune preuve, décide de les soumettre au détecteur de mensonges. Des heures entières sans relâche, le spécialiste Sid Gilson interroge les 6 hommes. Qu'ont-ils vu dans la forêt le soir du 5 novembre? S'étaient-ils querellés avec Travis Walton? Avaient-ils des comptes à régler avec lui? L'ont-ils blessé ou tué? Le polygraphe enregistre chacune de leurs réactions cérébrales et corporelles. Après une journée entière d'examen, tout indique que les bûcherons disent la vérité. Les mêmes questions ont été posées à tous. Des informations sur Travis Walton. Pour 5 sur 6 d'entre eux, les résultats ont confirmé qu'ils disaient la vérité sur ce qu'ils croyaient être arrivé. Ils disaient la vérité. Ils ont bien vu quelque chose qu'ils ont pensé être un ovni. Soudain, Travis Walton aperçoit une silhouette qui lui fait signe d'approcher. Il reprend espoir. Mais c'était un piège. Lorsque Travis le comprend, il est trop tard. Et le cauchemar reprend de plus belle. Quand Travis revient à lui, il n'a pas la moindre idée du temps qui s'est écoulé. Cela fait pourtant 5 jours qu'on le recherche. Terrifié par ce qu'il vient de vivre, affaibli, assoiffé, il est tout juste capable de se relever et comme un automate, il se met en marche, droit devant lui. La nuit tombe rapidement et le jeune homme se sent à bout de force. Le chemin de Snowflake ne lui a jamais paru aussi long et dans l'état où il est, aucun automobiliste n'a la témérité de s'arrêter et de le faire monter. Épuisé, Travis parvient enfin à Snowflake. Heureusement, le bar est encore ouvert. Les clients reconnaissent immédiatement l'homme qui, depuis 5 jours, fait la une des journaux. À leur regard, Travis sent bien qu'il est inutile de leur raconter son histoire. J'étais dans un état lamentable, complètement traumatisé, je ne pouvais à peine parler, je ne pouvais rien dire. J'étais comme une épave. Il appelle son frère. Dwayne. Lorsque Dwayne arrive au bar de Snowflake, Travis est presque inconscient, incapable d'articuler le moindre mot.